Bonjour Nadia, merci de participer à ce podcast. Donc Nadia Dufeu qui est psychopraticienne en analyse transactionnelle. Nadia, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant? Merci Cyrielle, voilà, de me proposer cette interview. Donc moi, avant d'être psychopraticienne en analyse transactionnelle, j'exerçais comme assistante sociale diplômée d'État et j'ai exercé près de 20 ans cette profession. Et aujourd'hui, j'exerce du coup une triple profession puisque je suis donc psychopraticienne, comme tu l'as indiqué, mais aussi formatrice auprès de travailleurs sociaux et auprès d'étudiants et intervenante en analyse de la pratique professionnelle auprès de travailleurs sociaux. Hmm, très bien. Du coup, est-ce que peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette reconversion professionnelle? Alors, ce qui m'a amené à faire cette reconversion professionnelle, j'exerçais déjà dans un métier de la relation d'aide. En tant qu'assistante sociale, on est amené à accompagner les publics divers et variés. Et je trouvais que l'accompagnement que je proposais ne me satisfaisait pas. J'avais envie d'aller plus loin, en fait, dans l'accompagnement et aller plus dans une dimension psychologique. C'est ça qui m'a amené à faire ce choix de reconversion et donc à aller me former auprès d'une école de psychothérapie, qui est l'école d'analyse transactionnelle de Paris, pour pouvoir exercer comme psychopraticienne et pouvoir accompagner les personnes de façon un peu plus approfondie dans la dimension psychologique. Hmm. Du coup, est-ce que toi, tu associes ça vraiment à une reconversion ou est-ce que tu dirais tu es passé à un cran différent de ton activité parce que finalement, c'était aussi de l'accompagnement ce que tu faisais avant. Donc, est-ce que tu vois ça vraiment comme une reconversion ou plutôt, OK, je suis passé à un cran au-dessus ou en tout cas un peu plus poussé, voilà, de mon activité? Mais je pense que c'est un peu les deux, parce que c'est pas la même activité, même si ça reste une activité de la relation d'aide. Donc c'est dans la continuité de ce que je faisais auparavant, ça reste une profession de l'accompagnement, une profession de la relation d'aide, mais ça va au-delà et la dimension reconversion, je la retrouve dans le fait que ben, c'est pas la même fonction, mais j'ai aussi développé d'autres choses en parallèle puisque j'ai développé la formation et l'analyse de la pratique professionnelle, ce qui n'était pas des domaines sur lesquels j'intervenais à l'époque. D'accord. Du coup, dans ce cheminement de reconversion, tu as dû peut-être changer du coup d'entreprise, j'imagine. Euh, Oui, alors il y a eu tout un cheminement, toute une transition, j'ai envie de dire, qui s'est opérée, puisque donc déjà je me suis formée pendant 5 ans auprès de l'école d'analyse transactionnelle de Paris, tout en travaillant en parallèle en travaillant à temps plein. Je le note parce que ça a été aussi, je veux dire, des sacrifices en termes de congés, en termes de week-end. Voilà, c'est quelque chose qui m'a pris quand même un certain temps. Et au niveau professionnel, j'ai été assistante sociale jusqu'en 2018. En 2018, j'ai pris des fonctions de formatrice en travail social à temps plein. Puis, au bout peut-être de 3 ans, 2 ou 3 ans, j'ai négocié un mi-temps pour pouvoir développer mon activité libérale. Et là, à ce jour, je quitte complètement l'activité salariée pour être à 100% libérale. Donc, il y a eu tout un processus en fait de transition qui a été nécessaire pour moi, nécessaire pour me sécuriser et pour permettre le développement de l'activité libérale. Hmm. Merci de nous partager ça parce que c'est important pour d'autres personnes de l'entendre. On n'est pas obligé justement de sauter dans la reconversion, mais effectivement, on peut aussi respecter ses besoins, hein. Je pense que c'est ça que tu veux dire, respecter ses besoins et avoir tout un processus de transition qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes, mais qui est correct à partir du moment où on se sent à l'aise de continuer, d'avancer et d'aller vers ce qu'on aime, mais au fur et à mesure. Merci de rappeler ça parce que je pense que c'est vraiment important. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les peurs justement que tu as rencontrées au moment où, comme tu dis, bah voilà, il y a eu des sacrifices de congés, certainement de week-end, peut-être aussi des sacrifices au niveau de la famille, etc. Est-ce qu'il y a eu dans cette première décision, tu sais, dans cette décision, OK, je vais aller me former, ça a certainement aussi un coût d'aller me former, au-delà, enfin un coût financier, hein, il y a le coût du temps, etc., mais il y a aussi le coût financier. Est-ce que tu as eu un moment d'hésitation ou quelles sont les peurs potentiellement ou en tout cas les pensées qui sont venues à ce moment-là? Au départ, je pense que la peur principale, c'était la peur au niveau financier.
Parce que, ben, comme tu l'indiques, se former, c'est un coût. Et en l'occurrence, je me suis formée dans une école privée et je n'avais pas de possibilité de prise en charge par mon employeur à l'époque. Donc, du coup, il a fallu que je finance cette formation. Et forcément, un coût financier implique aussi un sacrifice sur d'autres aspects de la vie personnelle, de la vie familiale. Après, c'est pas tant, j'ai envie de dire, la formation en elle-même, j'ai tellement pris de plaisir à faire cette formation. Et bon, c'est quelque chose qui avait été échangé aussi au niveau familial, donc c'était OK, en fait, pour tout le monde. C'est pas tant là que la peur a été la plus importante. La peur la plus importante pour moi, c'est celle de la transition, en fait. Et donc, c'était la peur financière, c'est-à-dire que partir d'un travail salarié où il y a une garantie de revenus tous les mois à développer une activité libérale qui doit dégager suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre. C'est là-dessus qu'a été ma principale peur et c'est pour ça que j'ai fonctionné par étapes. Mm. Mon statut de l'époque, puisque j'étais fonctionnaire, ne me permettait pas de bénéficier d'allocations chômage ou de négocier une rupture conventionnelle suivie d'allocations, comme c'est souvent le cas pour mes collègues thérapeutes qui exerçaient auparavant dans le privé. Ça n'a pas été le Mm. mien. Donc, du coup, ça a été important pour moi de fonctionner par étapes et d'avoir une transition qui développe, qui respecte ce rythme, qui me permette de développer petit à petit l'activité libérale et qui me sécurise du coup d'un point de vue financier. Mm. Et peut-être un autre aspect par rapport à cette peur au niveau financier, ça a été pour moi de développer différentes casquettes dans mon activité. Je suis psychopraticienne, donc je conduis des psychothérapies, mais je suis aussi intervenante en analyse dans la pratique, je suis aussi formatrice, donc ça rejoint un petit peu ce proverbe qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mm. Voilà, et donc du coup, ça me sécurise aussi parce que la thérapie, ben, c'est quelque chose de fluctuant. Et le fait d'avoir d'autres sources d'activité et de revenus est quelque chose qui m'offre, je veux dire, un socle de sécurité pour pouvoir faire cette transition. Mm. Ok. Ok. Est-ce que dans ce parcours-là, tu as eu des moments clés justement dans ton parcours de transition? Alors, on a parlé des moments de doute et de peur, etc. Mais peut-être des moments où tu t'es dit, j'ai fait le bon choix ou c'est exactement ce que j'ai envie de faire, tu vois, d'autres moments clés comme ça. Non. Oui, j'ai eu des moments clés comme ça. Je pense au moment où les choses viennent à moi. Et dans Mm. ces moments, je me dis, mais en fait, c'est aligné, c'est ce qu'il fallait. Par exemple, ce que j'ai pu développer en termes de formation freelance ou en termes d'analyse de la pratique, c'est venu à moi. C'est venu à moi, c'est venu par le réseau. Ce ne sont pas des choses que je suis allée prospecter. Et dans ces moments-là, je me dis, bah oui, en fait, c'est fait pour moi, en fait, tout ça. Tout Mm. ce processus et cette transition me donne à voir que c'est OK, en fait, c'est aligné. Et il y a Mm. d'autres moments aussi où je me dis, mais c'est fait pour moi. C'est quand je sors de mon cabinet de psychothérapie que j'ai garé ma voiture de l'autre côté de l'Oise et que du coup, je dois traverser le pont et que je sors avec vraiment une satisfaction des séances que j'ai menées, de là où j'en suis arrivée. Et dans ces moments-là, avec cette vue magnifique sur l'Oise, je me dis, je suis à la bonne place. Je suis à la juste place, à celle qui me convient et qui me correspond. Hmm. Merci de ce partage parce que on retrouve, tu vois, dans les différentes interviews que j'ai pu faire, on retrouve à chaque fois ce petit moment. Tu sais qu'on n'a pas au départ quand on commence parce que finalement, quand on commence, c'est un peu l'inconnu, tu vois. On peut pas se dire, eh ben, je sais que je vais faire ça, ça, ça et qu'il va se passer ça, ça, ça. Alors, on peut imaginer plein de choses, mais au final, c'est ce qui nous amène des peurs, c'est parce que, bah, on est quand même dans l'inconnu. Et je trouve ça beau d'avoir justement, parce qu'on traverse tout ça et qu'on décide de vraiment aller dans l'inconnu, de se dire, OK, je veux tenter l'expérience et bien qu'on ait ces petits moments-là qui nous sont amenés, après on appelle ça comme on veut, par l'univers, par le destin, par voilà, ces petits moments, ces petits moments d'épiphanie qui nous disent, oui, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie. Et ce qui nous amène en plus ça consolide et puis ça nous amène à continuer en fait. Oui. C'est vrai, ça, c'est très juste. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit au début j'ai commencé, mais tant que tu ne le vis pas, et tant que tu ne l'expérimentes pas,
ça te semble un peu abstrait. Et je sais qu'on m'avait parlé de cet alignement, qu'à un moment donné, on voit que les choses se mettent en place et ça se met en place presque naturellement. Et j'avais du mal à y croire, en fait, au début. Parce que, voilà, au début, comme tu le nommes, et c'est légitime, il y a des peurs, parce que tout changement a son lot d'excitation, mais son lot de peur aussi. Mm. Et quand ça arrive, là, quand ça arrive, ce truc qui s'aligne et qui se met en place, c'est quand même très chouette. Ouais, ouais. Nadia, est-ce que tu peux nous partager des ressources clés pour toi? Peut-être des personnes, peut-être des livres, peut-être aussi, j'imagine de toute façon, certainement les formateurs ou les personnes que tu as rencontrées en formation. Mais est-ce que tu as des ressources qui t'ont justement aidé à faire tout ce chemin? Parce que tu as quand même tout un chemin de transition qui a pris le temps qu'il faut pour que tu puisses, toi, te sentir très bien là où tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as des ressources qui t'ont justement aidé dans tout ce parcours? Parce que j'imagine qu'au milieu du parcours, même si on prend le temps qu'il faut, ben, il y a des fois où peut-être on peut faire un pas en arrière et puis ensuite on en fait deux en avant. Voilà. Est-ce que tu as eu des ressources à ce moment-là? Oui, oui, les ressources sont principalement des personnes et ce sont pour moi principalement des rencontres. Je pense à une première rencontre que j'ai faite il y a maintenant plusieurs années, c'était avant le début de ma formation, avec une personne qui s'appelle Marie-Claude et qui avait le même parcours que moi, en fait, qui était assistante sociale, qui s'était formée à la psychothérapie en tant que thérapeute familiale et aussi en analyse transactionnelle. Et en fait, nous nous sommes rencontrés lors d'un cours de sophrologie, voilà, puisqu'on faisait de la sophro toutes les deux. Et on s'est rendu compte que euh, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas encore entamé ma formation de thérapeute, mais voilà, j'avais appris qu'elle était une ancienne assistante sociale et qu'elle avait fait tout ce cheminement. Et moi, j'étais intéressée par faire ce cheminement. Et donc, du coup, ça a été une première rencontre ressource pour moi. Je me suis engagée après dans la formation et forcément, ben, mes formateurs de l'école d'analyse transactionnelle et mes superviseurs ont Mhm. été une ressource non négligeable. Voilà, parce que ils m'ont accompagné, j'ai envie de dire, durant aussi tout ce processus et ils m'ont aussi accompagné à grandir. Quand je dis à grandir, c'est que de devenir thérapeute, c'est grandir aussi. On apprend énormément de soi durant cette formation. C'est à la fois une formation théorique, pratique, expérientielle et qui fait grandir. Donc voilà, ils ont été présents durant tout ce parcours. Et je pense voilà, à mes trois superviseurs, Françoise, Jean et Nicole. Mhm. Mes amis thérapeutes ont été une ressource aussi non négligeable, hein, parce qu'ils sont là quand il y a des moments de doute, quand il y a des questionnements, et on a traversé, j'ai envie de dire, le même parcours, souvent de façon différente, hein. Certains ont été plus rapides à faire le 100% libéral par rapport à d'autres, mais voilà, ça a été une ressource importante, et je dirais aussi ma famille, de fait, et voilà, qui a été aussi présente, encourageante, étayante dans ce parcours de formation et de transition. Et j'ai C'est aussi envie important, d'ajouter, hein. comment? J'ai dit c'est important en fait. Mhm. Oui, c'est important. C'est Mhm. vraiment important parce que c'est forcément des projets qui Mhm. impactent la famille quand on fait le choix d'aller se former pendant plusieurs années, de développer une activité libérale. Ben, c'est aussi du temps qui est pris et d'avoir cet étayage, c'est important. Mon conjoint travaille aussi en tant que profession libérale. Mhm. Il a commencé avant moi. Et du coup, ça a été aussi, j'ai envie de dire, un étayage, un soutien. Je sais que lui est 100% en confiance du potentiel de développement. Mhm. Et donc ça, c'est précieux. Ce qui Ouais, est précieux aussi, ce sont les personnes qui ont pu faciliter voilà, ce développement d'activité. Je pense au fait d'avoir pu travailler à mi-temps à un moment donné. Voilà, j'ai bien une directrice qui m'a permis de pouvoir Mhm. obtenir ce mi-temps, donc qui a encouragé ça. Et toutes les autres personnes aussi que j'ai croisées sur mon parcours, je pense à toutes les professionnels, tous les professionnels du centre Cœur à Corps dans lequel j'exerce à Pontoise. Voilà, je trouve que c'est aussi un bel étayage. Et tout simplement, tous les professionnels aussi du réseau qui me font confiance et qui voilà, me sollicitent, qui m'orientent du monde, qui me proposent d'animer des formations. Ben, tout ça, c'est très précieux pour développer l'activité. Ce que j'entends dans ton partage, il y a cette notion de personnes ressources clés qui peuvent être des personnes qui sont très proches, comme la famille, ou des collègues avec qui on a construit peut-être une relation
un petit peu plus poussée que juste une relation de collègue, mais j'entends aussi, eh bien, tous les partenaires, toutes les personnes qu'on peut rencontrer aussi, et l'importance quelque part aussi de se construire un réseau. Tu vois, j'entends aussi ça à travers ce que tu nous partages. Donc, effectivement, il y a les ressources clés des personnes qui sont peut-être proches de nous, des personnes avec qui on a appris aussi, mais aussi toutes les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous permettre de créer aussi tout un réseau et d'entretenir ces relations parce qu'effectivement, bah, ça fonctionne aussi beaucoup par réseau. Ça, voilà, il y a aussi beaucoup de recommandations qui se font comme ça. Donc, merci de partager parce que c'est pas quelque chose qu'on avait abordé jusqu'à maintenant. Merci Nadia. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager sur ton parcours ou alors des conseils à partager aux personnes qui nous écoutent et qui auraient envie potentiellement de se lancer dans une reconversion ou en tout cas dans un projet? Euh, Alors, ce que j'aurais peut-être envie de dire, c'est euh, d'oser expérimenter à son rythme. mm, Je dis oser parce que il y a souvent effectivement une peur. Et on se dit voilà, ça va être compliqué, etc. Et- Oser expérimenter, c'est l'expérimentation. D'ailleurs, j'utilise souvent ça avec mes patients en psychothérapie. C'est que ben, expérimenter, c'est se donner la possibilité de voir ce que ça donne. mm, Et soit ça donne, soit ça donne pas, et on peut toujours faire d'autres choix à ce moment-là. Euh, on peut prendre ça aussi comme un jeu dans l'expérimentation. Il peut y avoir une question, une dimension un peu ludique dans le jeu. Et il y a cette idée vraiment du rythme. Je pense qu'on a tous des rythmes différents, des mm, besoins différents, des besoins de se rassurer aussi qui vont être différents. Et c'est important de respecter son rythme. Je sais par exemple que j'ai des amis thérapeutes qui, eux, très tôt, ont expérimenté le 100% libéral. Et donc, ça pouvait, moi, me donner l'impression de prendre un peu du temps par rapport à eux. Et en même temps, ben, nos contextes de vie n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, c'est important pour moi de respecter son rythme. Donc, voilà, c'est peut-être ce que j'aurais envie de dire. Oser expérimenter, puisque ça n'est qu'une expérimentation et ça ne détermine pas tout, et allez-y au rythme qui est le vôtre. Et n'hésitez pas non plus dans les moments de doute, de questionnement, mais à solliciter votre entourage, à avoir de l'appui, parce que ces moments de doute, ils font partie du processus. C'est normal qu'il y ait des moments de doute, normal qu'il y ait des moments de questionnement. C'est jamais un long fleuve tranquille, une transition professionnelle, même si c'est souvent ce qu'on essaie un peu de nous montrer. Ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des questions, des moments de remise en question. Ce qui est important, c'est de bien être entouré dans ces moments-là et d'avoir vraiment des appuis solides de personnes qui croient en vous et qui vous permettent de ouais. poursuivre cette transition jusqu'au bout. Mm. Merci Nadia pour ces conseils, je les trouve magnifiques parce que c'est vrai qu'il y a cette notion, j'aime bien quand tu parles de cette notion d'oser expérimenter, tu vois, et comme tu dis, peut-être de le prendre comme un jeu et pas forcément au sérieux, et d'oser avec cette transition qu'on peut faire aussi tout en douceur, c'est pas tout ou rien en fait, on peut très bien oser, tester, aller voir, et puis voir effectivement est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, parce que ça se trouve, on se fait tout un film autour de ça, on va dire, ah finalement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, ou j'ai pas envie de le faire comme ça. Donc, merci de ramener ça. Merci Nadia de nous avoir partagé ton expérience, de nous avoir partagé cette voie en fait que tu as expérimentée et qui continue aujourd'hui. On retrouvera d'ailleurs toutes tes informations sous cette vidéo, sous ce podcast. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées potentiellement par la psychothérapie, je pense que c'est des personnes qui peuvent peut-être te contacter pour avoir un petit conseil ou un petit quelque chose par rapport à ton expérience ou pour des personnes qui potentiellement auraient envie de venir te voir aussi dans un contexte pour le coup professionnel. Et toutes les informations seront présentes. Merci Nadia de ton partage. Merci Cyrielle pour cette invitation.